Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux anomalies et malformations qui peuvent toucher l'être humain. Nous allons surtout parler du cas particulier de l'homme-éléphant. Dans cette vidéo, en gardant toute neutralité, nous allons vous livrer toutes les informations dont nous disposons. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. L'étude de l'être humain et la médecine ont amené à avoir une idée précise de la constitution de l'être humain et de la structure normale de son corps. Mais pour des raisons qui parfois échappent à la compréhension de l'homme, certains individus ont une constitution, une apparence différente de la norme. Dans ce cas-là, on parle de malformation, d'anomalie. L'un des plus célèbres cas de malformation est celui de l'homme-éléphant. Joseph Carey Merrick, Elephant Man ou l'homme-éléphant. Elephant Man ou l'homme-éléphant, c'est le surnom donné à Joseph Carey Merrick. Né à Leicester le 5 août 1862, il est le fils aîné de Joseph Rockley Merrick et Mary Jane Potterton. Ce couple avait deux autres enfants, un garçon William et une fille Marion. Joseph présentait de nombreuses grosseurs et malformations sur son corps, ce qui lui conférait une apparence plutôt monstrueuse. Selon ses propres dires, ces malformations seraient dues à un incident survenu à sa mère lors de sa grossesse. Lors d'une parade de la ménagerie de Wambuel, dans les ruelles de Leicester, sa mère, Mary Jane Merrick, enceinte de Joseph, fait un mauvais pas, tombe au sol et évite de justesse de se faire écraser. Les premiers symptômes de sa malformation sont apparus vers l'âge de 2 ans. Des grosseurs sont apparues autour de sa bouche. Par la suite, les excroissances se sont étendues et sont apparues sur ses joues et sur son front. Sa peau commence à devenir rugueuse et pendante. Pour ne rien faciliter, il fait une mauvaise chute à l'âge de 5 ans. La blessure est mal prise en charge, une infection s'installe. L'infection finit par se résorber, mais en plus de ces malformations, Joseph, toute sa vie. Son frère William meurt lorsque Joseph n'avait que 8 ans. À l'âge de 11 ans, il subit une autre grande perte. Sa mère meurt. Elle était son rempart. Elle le couvrait d'amour, de soins et d'affection. Il se retrouve subitement perdu. Bien des années plus tard, Joseph Merrick écrira à ce propos que c'est cela le plus grand malheur de sa vie. Son père, Joseph Rockley Merrick, s'est remarié peu après la mort de sa femme. Sa nouvelle femme, la belle-mère de Joseph Carey, ne portait pas celui-ci dans son cœur et elle ne le laissait passer aucune occasion de lui faire savoir. Elle se moquait tellement de son apparence physique que Joseph errait longtemps dans la rue. Sur l'initiative et l'insistance de sa belle-mère, il a arrêté d'aller à l'école à l'âge de 12 ans et s'est mis en quête d'un travail. Il trouve un emploi dans une usine de fabrication de cigares où il est resté pendant 2 années. Au bout de ces 2 ans, ses difformités s'étaient encore plus développées et l'empêchaient de continuer à exercer. Pour pouvoir se nourrir et assurer ses besoins élémentaires, il s'est mis à vendre des articles de mercerie de maison en maison. Son apparence effrayait les clients. Ajoutez à cela son élocution qui était devenue mauvaise et les représailles dont il faisait l'objet dans les rues l'ont conduit à mettre fin à son activité de vendeur ambulant. Un jour, il se fait battre violemment et renvoyé du domicile familial par son père. Il erre quelque temps dans les rues avant de trouver refuge chez le frère de son père, Charles Barnabas Merrick. À cette période-là, les autorités lui retirent sa licence de vente et le déclarent comme une nuisance publique compte tenu de son apparence. En 1879, Joseph est admis à l'hôpital Leicester Union Workhouse, une organisation caritative à l'endroit des pauvres, mais qui tient plus de la prison que d'un hospice. Lors de son séjour dans cet hospice, plus précisément en 1882, il s'est fait retirer la protubérance qui affectait sa lèvre supérieure et qui avait l'air d'une trompe d'éléphant. Sa carrière dans les cirques. Malgré son état, Joseph a toujours été un travailleur acharné. Il fait des tâches répétitives et ennuyeuses pendant quelques années. Il quitte ensuite l'hospice de Leicester en 1844 et demande au directeur du Gaiety Palace of Varieties, Sam Torr, de le produire comme phénomène dans son théâtre. Ce dernier accepte et monte un spectacle pour celui qui prend désormais le nom de l'homme-éléphant. Tom Norman, montreur de curiosités anatomiques, ami et collègue de Sam Torr, l'a programmé pour un spectacle à Londres dans une boutique de Whitechapel Road en face du Royal London Hospital. Ce genre de spectacle était particulièrement apprécié par les étudiants en médecine. L'un de ces étudiants, Reginald Touquet, a rapporté au docteur en chirurgie Frédéric Trèves la présence de l'homme-éléphant. Le docteur Frédéric Trèves, après avoir assisté à un des spectacles d'exhibition de Joseph, l'examen a eu lieu le 2 décembre 1884 dans le bureau du docteur Frédéric Trèves, situé dans l'enceinte du Collège Royal de Médecine. Il a déclaré que Joseph est l'être humain le plus monstrueux qui existait, qui lui a été donné de voir. Le docteur Trèves est parvenu à la conclusion selon laquelle l'homme-éléphant, Joseph Carey Merrick, souffre de difformité congénitale. Après cela, Joseph a continué sa carrière d'exhibitionniste en Europe. En 1885, l'exhibitionnisme est mal vu en Angleterre, mais aussi un peu partout dans le monde. Il se voit dans l'obligation d'arrêter cette activité. Ruiné par son agent, il a été interpellé par la police à la gare de Liverpool Street à Londres
pour avoir causé un attroupement. La police appelle le docteur Frédéric Trèves qui vient le récupérer et le prend sous son aile. Francis Colling Carr Gomm, le directeur du collège hospitalier dans lequel travaillait le docteur Trèves, a fait publier une annonce dans le journal Times pour faire une collecte de fonds afin de prendre en charge les différents besoins et le logement de Joseph. La reine Victoria a également participé à ce que Joseph puisse vivre jusqu'à sa mort en tant que résident permanent de l'hôpital de Londres. Durant son séjour, qui va durer 5 longues années, il devint moins introverti et plus volubile sur les différents détails et aspects de sa vie. Devenu un personnage populaire depuis l'annonce parue dans le journal Times et le geste caritatif de la reine Victoria à son endroit, Joseph Carey Merrick reçoit beaucoup d'invités prestigieux, des nobles de la haute société londonienne. Il a reçu la visite des membres de la famille royale qui lui envoient par la suite des cadeaux à chaque Noël. Contrairement à ce que son physique étrange laisse penser, Joseph Carey Merrick est loin d'être un idiot. Un nigaud, un homme stupide. Il a montré à maintes reprises, au détour de passionnantes conversations, qu'il était d'une grande intelligence, doté d'un esprit très vif, mais aussi d'une sensibilité sans égale. L'homme éléphant, qui à défaut de vivre son histoire d'amour, lisait énormément de romans à l'eau de rose, plus tard, il a avoué que l'un des plus grands regrets de sa vie, c'est de ne pas pouvoir être aimé, et que son vœu le plus cher, son rêve, est qu'il aurait voulu être un homme normal, un homme avec un physique normal. Il s'éteignit le 11 avril 1890, à l'âge de 27 ans, dans cet établissement hospitalier de Londres. Il a été retrouvé à 15 heures inanimé, probablement mort d'étouffement, après que sa lourde tête se fût renversée vers l'arrière, comprimant ainsi la trachée, les vertèbres cervicales cassées. Sa position était étrange, parce que sa tête était si lourde qu'il ne pouvait dormir couché et devait se tenir assis dans son lit, le dos soutenu par des coussins. Il avait l'habitude de dormir la tête penchée en avant. La maladie dont souffre l'homme éléphant, éléphantiasis, la maladie de Recklinghausen ou le syndrome de Proté, Joseph Carey Merrick a été soupçonné de souffrir de l'éléphantiasis, tout d'abord, qui est une maladie parasitaire qu'on retrouve dans les milieux tropicaux, surtout en Afrique de l'Ouest. Elle se caractérise par une augmentation du volume d'un bras, d'une jambe ou d'une partie du corps. Elle est la plupart du temps causée par un ver nématode, des larves de vers qui rentrent en contact avec l'individu par le biais de piqûres de moustiques. Les vers adultes se logent dans les vaisseaux lymphatiques et altèrent les fonctions du système lymphatique. Il peut aussi être le résultat d'un cancer, d'une infection, d'une malformation congénitale et même d'un traumatisme. Autrement, pour le définir dans un langage médical, il s'agit d'un lymphodème dur et chronique qui est un épanchement de lymphe en dehors du système lymphatique dans les tissus sous-cutanés. La lymphe est ce liquide incolore jaunâtre qui circule dans les vaisseaux lymphatiques à travers l'ensemble de notre corps. La lymphe comporte des globules blancs, cellules clés du système immunitaire, d'où son action importante dans les défenses du corps humain. L'éléphantiasis ne se soignait pas encore à l'époque de Joseph Carey Merrick, mais le 1er avril 2008, le docteur Lorenzo Savioli, le directeur du contrôle des maladies tropicales négligées de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les autres traitements pouvant être envisagés sont le drainage lymphatique pneumatique, la pose de bandes élastiques de contention, un traitement anti-inflammatoire associé à des toniques veineux, des soins locaux, des lésions en complément du traitement médicamenteux, dans des très rares cas, un traitement chirurgical. Ensuite, les médecins ont pensé que les malformations et difformités de Joseph Carey Merrick sont dues à la maladie de Recklinghausen, encore appelée la neurofibromatose, de type 1. Alerte warning, je vais utiliser beaucoup d'expressions relevant de la médecine et plus précisément de la génétique. Je vais essayer d'expliquer de façon la plus basique possible pour que tout le monde comprenne. Allez, je me lance. La maladie de Recklinghausen est une maladie autosomique dominante qui atteint environ un individu sur 4000. C'est aussi une maladie neurologique qui peut venir soit de manière héréditaire, soit par automutation d'un gène, en l'occurrence la mutation de novo. Pour juste l'idée de la mutation de novo est une mutation soudaine qui apparaît dans le patrimoine génétique d'un individu, mais qui est inexistant dans le génome de ses parents. En visitant certains sites, on a pu conclure que la maladie de Recklinghausen est une maladie monogénique neurodéveloppementale caractérisée par des symptômes multisystémiques incluant une augmentation du risque de déficit cognitif et une prédisposition à la formation de tumeurs. Elle est une des plus fréquentes maladies génétiques à transmission autosomique dominante. Le gène généralement concerné est le gène NF1, qui est l'un des gènes dont le taux de mutation spontanée est un des plus importants chez l'homme. Certaines études américaines ont démontré qu'environ la moitié des personnes atteintes par cette maladie est le résultat d'une mutation de novo. Le gène NF1, situé sur le chromosome 17 en Q11.2, est constitué d'un domaine d'environ 335 kilobases et code pour une protéine de 2818 acides aminés, la neurofibromine 1,
un gène suppresseur de tumeurs. On remarque au vu de certaines données que l'inactivation de NF1 est associée à une hyperactivité de RAS dans les cellules tumorales. Cette hyperactivité de RAS pourrait être responsable de la prolifération cellulaire anormale et permet d'envisager des cibles thérapeutiques. La neurofibromatose de type 1 affecte les tissus et les os et peut, dans les cas les plus extrêmes, conduire à des déformations proches de celles de l'homme-éléphant. Elle cause un amincissement et une courbure des os longs comme le tibia, le fémur, le radius et l'ulna, la déformation de la colonne vertébrale. Jusqu'à ce jour, aucun traitement n'a été découvert pour soigner efficacement la neurofibromatose de type 1. Par contre, une surveillance étroite est mise en place dès l'enfance pour l'individu atteint de neurofibromatose de type 1. En cas de complication, il est possible de retirer les neurofibromes cutanés à l'aide d'une opération chirurgicale ou avec un laser. À la mort de l'homme-éléphant, Joseph Carey Merrick, le docteur Frédéric Trèves a procédé à une autopsie. L'étude des ossements de Joseph Carey Merrick a permis de découvrir qu'il souffrait en réalité du syndrome de Proté, un syndrome génétique complexe induisant des amartomes qui ne sont rien d'autre que des malformations pseudo-tumorales caractérisées par une production excessive de taille importante impliquant plusieurs tissus. L'amartome est formé d'un mélange anormal d'éléments constitutifs normalement présents dans l'organe dans lequel il se développe. Le tissu peut avoir un aspect normal, mais son fonctionnement peut être altéré. Chez l'individu atteint de la maladie du syndrome de Proté, les amartomes apparaissent dès la naissance et évoluent au fur et à mesure que l'individu prend de l'âge. Très peu de ces tumeurs sont des tumeurs malignes. Pour revenir au syndrome de Proté, les scientifiques l'ont défini comme une mutation activatrice de type mosaïque où le génome des lésions hématomes est différent de celui du tissu normal chez le même sujet. Dans le cas de Joseph, une mutation sur l'oncogène AKT1 codant la protéine kinase B ou PKB ou AKT est retrouvée uniquement dans le tissu de lésion 6. Cette mutation entraîne une phosphorylation perpétuelle de la PKB par le phosphatidylinositol 3, 4, 5 triphosphate ou PIP3, le rendant active, favorisant ainsi la prolifération cellulaire. En effet, la PKB est capable d'inhiber toute une série de molécules, la cycline D1, la protéine BAD, mTOR via TSC1 et TSC2, FOXP2, impliqués dans la survie, la progression du cycle cellulaire. De façon générale, les symptômes du syndrome de Porté sont des mégalodactylies, hypertrophie, augmentation du volume d'un tissu ou d'un organe, des doigts et des orteils, des anomalies vertébrales, un développement asymétrique des membres, une hyperostose, production excessive de tissus osseux, une croissance trop importante des viscères, rate, thymus, etc., une répartition inégale du tissu adipeux, graisse, un développement musculaire asymétrique, des névis du tissu conjonctif, anomalies cutanées dans le développement des cellules contenant de la mélanine et des déformations vasculaires. Dans certains cas, le syndrome de Proté peut causer des troubles neurologiques comme des difficultés intellectuelles, des défauts au niveau du visage comme un visage allongé, des défauts dans les extrémités des yeux, un nez en pont bas, une expression de la bouche ouverte, etc. À ce jour, il n'y a aucun traitement connu pour le syndrome de Proté. Un traitement palliatif mais invasif est possible. Il consiste en des interventions comme l'épiphysiodèse, qui est une fusion totale ou partielle de cartilage permettant d'arrêter la croissance du tissu osseux ou l'amputation. C'est ainsi que s'achève notre épisode de ce jour. Cette vidéo vous a plu? Voudriez-vous qu'on traite plus ce type de sujet? N'oubliez pas de mettre un petit pouce et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quel autre sujet aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification et pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. Merci et à bientôt sur Cultination.